Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez adoré la vidéo avec Yann qui est juste ici. Comment tu vas? Ça va toi? Toujours bien. Vous avez vraiment kiffé la vidéo qu'on a fait sur la reprogrammation. Et vous êtes beaucoup dans les commentaires à m'avoir dit Adrien, c'est super ce que tu as fait. Faites une vidéo ensemble sur l'éthanol, c'est incroyable. On veut savoir vraiment toutes les faces cachées, tout ce qui. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est fiable ou pas? Parce que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Ça fait pas très longtemps que c'est dans le milieu. Alors en fait, si, ça fait très longtemps que ça existe l'éthanol. Ça fait très longtemps qu'on roule à l'éthanol. Seulement, ça a vraiment explosé depuis que le gouvernement a poussé les automobilistes à utiliser l'éthanol. C'est-à-dire, allez, ça fait 2-3 ans grosso modo que c'est un marché qui explose, quoi. Mais bon, c'est un carburant qui existe dans nos stations depuis plus de 10 ans. D'accord, mais maintenant qui se développe de plus en plus. Ouais. Suite bien évidemment au prix, parce qu'on voit que l'inflation de l'essence c'est n'importe quoi. On trouve du samplon 98 à plus de 2 € litre à Paris, alors que l'éthanol t'es à peu près à 0,7, 0,8 vraiment quand c'est très cher. Du coup on se retrouve pour cette vidéo avec Yann Motortech sur Instagram, ça s'affichera juste ici les amis. Avant de commencer cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos, encore une fois qu'on rentre dans d'autres sujets, peut-être que ça peut vous intéresser. Donc pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne parce que vraiment les contenus avec Yann c'est vraiment super, on apprend plein de choses et ce qui est cool c'est comme on le dit, c'est un professionnel qui sait de quoi il parle et c'est pas quelqu'un qui est là et qui explique à la va-vite comme moi par exemple je pourrais expliquer. Alors déjà pour commencer Yann, qu'est-ce que c'est que l'éthanol et c'est quoi la différence entre l'éthanol et du samplon par exemple? Alors, c'est deux choses qui sont un petit peu différentes. Déjà, le samplon, c'est issu des produits pétroliers. Donc c'est une transformation qui est faite du pétrole pour en fabriquer du carburant. L'éthanol, c'est un produit qui est issu de l'agriculture, tel qu'on le connaît. Donc c'est de l'alcool, tout simplement. Okay. La plupart du temps, c'est fabriqué à base de sureau. Donc la plupart du temps, c'est de la betterave. C'est pour ça que des fois, en rigolant, on dit tu roules à la betterave. Pourquoi c'est intéressant? Je pense que tout le monde le sait parce que c'est tout simplement de l'économie d'argent et aussi des gains de puissance. Ouais. Alors il y a une grosse économie d'argent. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme il y a une faible quantité d'essence dans l'éthanol, l'éthanol n'est pas soumis à la TIPP, ce sont les taxes sur les produits pétroliers, qui représentent quand même en France à peu près 80% du prix du carburant. Ce qui veut dire en gros que quand tu mets 1 € d'essence dans ta voiture, tu as 80 centimes qui repartent à l'État. L'éthanol n'est pas taxé à ce niveau-là, donc c'est pour ça que tu as une grosse différence de prix. Alors il faut savoir qu'il y a deux possibilités, tu vois, si vous voulez passer à l'éthanol, c'est soit faire une cartographie, soit mettre un boîtier. Voilà. Quel est l'intérêt, quel est l'inconvénient pour le boîtier? Etc. En fait, il y a deux choses à savoir. On va déjà parler du boîtier. Le boîtier, qu'est-ce que c'est? Déjà aujourd'hui, c'est le seul dispositif homologué en France. Pour faire ta carte grise. Pour faire ta carte grise et avoir donc sur ta carte grise la mention comme quoi ton véhicule roule à l'éthanol. Parce qu'aujourd'hui, rouler à l'éthanol dans une voiture qui n'est pas prévue initialement à l'éthanol est interdit. Ça paraît dingue, mais en France, tu n'as pas le droit de mettre un carburant différent de celui qui est préconisé par le constructeur. Donc, pas indiqué sur ta carte grise. Donc aujourd'hui, le boîtier te permet de rouler de façon homologuée. Attention uniquement pour les voitures de 14 chevaux fiscaux maximum. C'est-à-dire au-delà, de toute façon, tu n'as pas de solution légale. Le boîtier, ça reste un système qui te permet simplement de tromper tes capteurs. Donc le plus souvent, c'est ou ça peut se connecter sur ta lambda ou éventuellement sur tes injecteurs pour simplement en fait tromper l'info qui arrive au calculateur et donc augmenter ton débit. Donc pour moi, c'est pas forcément. Alors c'est une solution qui est bien si tu veux une solution légale à condition que ta voiture fasse moins de 14 chevaux fiscaux. Maintenant, techniquement, c'est pas la meilleure des solutions parce que la reprogrammation reste quand même sur le plan technique vachement meilleur, quoi. Plus poussé. Exactement, parce que tu vas pouvoir travailler beaucoup plus de choses, surtout qu'aujourd'hui tu as beaucoup de voitures qui ont déjà des gestions électroniques qui sont quasiment prévues pour l'éthanol. Comme les RS3. Comme les RS3, comme les S3, comme toutes les voitures à peu près récentes de ces dernières années, tu as déjà des stratégies éthanol existantes qui suffisent le plus souvent, parfois simplement d'activer. Et d'ailleurs, en plus, si j'ai bien compris, peut-être une bêtise, quand tu mets un boîtier, tu ne peux pas rouler au samplon à côté. C'est vraiment une si tu peux. Ah oui, d'accord. Si tu te trompes, mais malgré. Si tu peux. Il faut bien différencier la conversion éthanol qu'on appelle flex fuel. Ok. Donc c'est-à-dire que le flex fuel, ça te permet de rouler avec les deux carburants. Okay. Donc l'essence ou l'éthanol. Alors comment ça fonctionne, si tu veux? L'éthanol aujourd'hui, il a ce qu'on appelle un rapport stoichiométrique. Qu'est-ce que c'est un rapport stoichiométrique? C'est le rapport air essence pour ton moteur, c'est-à-dire que c'est la quantité d'air et d'essence nécessaire au fonctionnement de ton moteur qui est différent de l'essence et de l'éthanol. Donc l'essence, c'est un rapport stoichiométrique de 14,7. L'éthanol, c'est 9. Sachant qu'en France, tu as de l'E85. L'E85, c'est quoi? C'est que tu as 15% d'essence dans l'éthanol. Donc si tu fais un calcul du pourcentage d'éthanol compris, d'essence compris dans l'éthanol, tu as à peu près un rapport stoichiométrique de 10. Donc ce qui veut dire qu'il faut à peu près 30% de quantité d'éthanol en plus pour faire fonctionner un moteur au même rendement qu'à l'essence. C'est pour ça que ça t'entraîne une surconsommation. D'accord. Voilà, c'est pour ça qu'on dit souvent quand tu mets de l'éthanol, tu consommes plus. En gros, tu consommeras 30% de plus
Non, comme sur l'éthanol. pas nécessairement. Ok. Du coup, si tu veux, il va falloir que sur ton système d'injection, tu augmentes ton débit. Donc tu as plusieurs façons de le faire et plusieurs façons très différentes selon la technologie que tu as en place sur ta voiture, selon le type d'injection, selon le type de motorisation. De calculateur aussi. Exactement, de calculateur, de génération, etc. Mais de toute façon, la règle, c'est qu'il va falloir enrichir. Alors aujourd'hui, sur les gestions modernes, ton calculateur, il a une capacité qu'on dit d'adaptation. Ça veut dire qu'il est capable aujourd'hui de rajouter lui-même 25% de carburant ou d'enlever 25% de carburant. Pourquoi cette règle-là? Parce que si tu veux, selon les pays, selon les conditions, selon beaucoup de choses, tu peux avoir des conditions de fonctionnement différentes. Tu peux avoir de l'octane un peu plus pourri d'un pays à l'autre, etc. Mais disons que dans des conditions parfaites, tes adaptations en fait sont censées être à zéro. Nous, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est qu'en enrichissant dans la cartographie, on va déplacer cette limite d'adaptation pour que, si tu veux, au samplon, tu aies une adaptation négative, c'est-à-dire qu'elle retire, et à l'éthanol, elle rajoute. Donc tu seras à peu près, grosso modo, en essence, du coup, vu que tu as une marge de 30%, tu seras grosso modo à l'essence sur une marge de correction négative de moins 15% et à l'éthanol de plus 15%. C'est-à-dire que tu serais à 45% max? Non, pas 45%. Mais si tu veux, tu décales. Comme je te dis, ton calculateur peut enrichir ou appauvrir de 25%. Au lieu d'avoir une adaptation d'origine au samplon à 0, tu vas à 15, si tu pars à moins 15, si tu veux, ça te laisse une grande marge. Voilà, ça te laisse une marge plus grosse d'adaptation de carburant. Je vais te poser une question bête, ça veut dire que quand tu roules avec une voiture d'origine, tu peux mettre jusqu'à 25% d'éthanol. Alors, qu'il y a une marge. Alors voilà, justement, cette marge-là, si tu veux, t'autorise à rouler avec une certaine partie d'éthanol. Alors 25%, non, ça ne veut pas dire ça. C'est ta capacité de ton calculateur à corriger. Donc déjà, ajouter 25% de richesse en plus, c'est déjà beaucoup. C'est pour ça que tu pourrais presque rouler, on va dire, à 50-50% d'éthanol sans trop risquer d'avoir de problèmes mécaniques. Alors ça, c'est pas conseillé quand même, les gars. Le faites pas. Faites une cartographie, c'est quand même mieux. Ouais, c'est mieux parce que si tu veux, à un moment, ton calculateur a quand même donc cette butée d'adaptation et donc tu risques sur des fortes charges, comme par exemple à fond, à haut régime, etc., d'arriver en limite de correction et donc là de te retrouver avec une voiture qui tourne trop pauvre. Et donc sur le long terme, ça risque de te provoquer des problèmes moteurs. Donc globalement, est-ce que pour toi, on peut rouler sans cartographie à l'éthanol dans une voiture qui roule au samplon de base? Voilà, comme je te disais, sur des voitures modernes, pas vraiment. Alors, je te parlais juste avant de ces capacités d'adaptation de calculateur. Il faut savoir que sur le début des années 2000, sur les premières gestions, par exemple chez PSA, etc., tu avais des calculateurs, par contre, eux, qui étaient capables d'avoir une limite, la limite d'adaptation était quasiment infinie. Ah bon? Ce qui veut dire que tu as des gens qui vont avoir des vieilles autos et qui vont dire ah ben moi je roule à 100%, etc. Et si tu n'as pas de limite mécanique sur ton système d'injection, parce qu'à un moment on parle d'enrichissement, donc on rajoute de l'essence, mais à un moment ta voiture elle a une pompe à essence, elle a des injecteurs, donc si tu n'atteins pas la limite mécanique et que ton calculateur est capable d'aller enrichir au maximum, si tu veux, effectivement il y a certaines voitures qui peuvent aujourd'hui fonctionner à l'éthanol, mais bon ça se compte vraiment sur les doigts d'une main quoi. Pourquoi certaines voitures n'acceptent pas l'éthanol justement, ou très mal? Alors voilà, ce que je disais, c'est que si tu veux, chaque moteur est différent. Donc tu vas avoir des moteurs qui sont hyper bien dimensionnés pour fonctionner avec l'éthanol. C'est-à-dire que tu as des injecteurs qui sont très gros ou qui sont très peu utilisés avec le samplon. Tu as des grosses pompes haute pression ou tu as des grosses pompes basse pression. Et donc si tu veux, tu as des capacités d'enrichissement qui sont très importantes. Parce que les pièces le permettent. Parce que les pièces le permettent. Et puis tu as d'autres voitures où si tu veux, tu as déjà un système d'injection qui est un petit peu limite. Donc du coup, déjà rien que sur une simple conversion, tu es déjà un peu… Alors on peut faire, si je vous le dire les gars, on peut faire une conversion éthanol sans gagner de la puissance évidemment. Mais maintenant, tu fais une conversion éthanol avec un gain de puissance, tu demandes encore plus. Alors forcément, on y vient justement. Je reviens à l'explication de début. Qu'est-ce que c'est finalement comment fonctionne ton moteur? Ton moteur, c'est de l'air et de l'essence. Okay. Donc quand tu fais une reprogrammation, tu rajoutes, je vais parler d'un moteur turbo parce que c'est ce qu'on fait le plus, tu vas rajouter quoi? De l'air. Donc déjà, quand tu fais un stage sur une voiture, tu vas déjà rajouter de l'essence. Tu vas déjà augmenter ton débit vu que tu augmentes ton débit de pression de turbo. Donc débit d'air exactement. Donc si tu veux, si derrière, en plus de ça, tu mets de l'éthanol, il va falloir que tu enrichisses en plus sur ton système. Donc ton système d'injection que tu as déjà sollicité à 20 ou 30% de plus, tu vas devoir encore lui demander plus de débit du fait que tu augmentes de l'autre côté ta pression de turbo pour garder ton rapport air-essence
qui est bon. Donc globalement, en fait, toutes les caisses, elles acceptent si tu modifies injecteur et pompe. Comme je te disais tout à l'heure, ça dépend vraiment d'une voiture à l'autre. Généralement, on peut aujourd'hui se dire sur le marché, à peu près toutes les voitures du marché acceptent sans problème une conversion éthanol. D'accord. Après, tu as des voitures qui acceptent en plus une préparation, mais soit avec des gains limités parce que tu as déjà un peu au taquet de ton système d'injection, tu peux faire des logs sur ton injecteur, c'est ce qu'on appelle le duty cycle, c'est-à-dire le débit, le pourcentage d'utilisation de ton injecteur. Et quand tu commences à arriver au-dessus de 90%, ou pareil pour la pompe, quand tu commences à être à 90% de pression de pompe tout le temps, c'est pas très bon forcément de rester comme ça parce que si tu veux, avec le temps, les voitures vieillissent. Et les pompes, elles vont exploser. Les pompes, forcément, comme tout organe, peuvent forcément avoir des défauts de fonctionnement. Et donc, si déjà sur une voiture qui fonctionne très bien, tu es quasiment à 100% de tout, tu sais très bien que ta marge derrière de fiabilité elle est extrêmement réduite. C'est pour ça que les constructeurs aussi sortent des voitures qui ne sont pas poussées à fond directement, c'est pour garder une marge de fiabilité. Donc c'est pareil exactement pour les injecteurs, quand tu travailles quasiment à 100%, tu n'as pas la marge de fiabilité que tu aurais si tu travaillais à 60%. Je ne sais pas combien tu veux chercher à peu près à chaque fois. Ça dépend, je te dis c'est hyper aléatoire parce que chaque voiture est totalement différente. Moi pour te parler vraiment des voitures modernes, pour faire une analogie à la vidéo qu'on a faite la dernière fois avec la Golf 7 GTI, par exemple la Golf 7 GTI c'est une voiture niveau des injecteurs etc qui fonctionne relativement bien. Maintenant la faiblesse là-dessus c'est la pompe basse pression. D'accord. On le sait donc en changeant la pompe basse pression tu gagnes vraiment en fiabilité, t'es pas embêté. Maintenant là on va parler ensemble de l'Audi RS3. Parce qu'aujourd'hui pour ce tournage on a une RS3 donc 8V sans FAP d'origine avec un 4 Miltech. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la préparer en stage 1 éthanol. Ouais. Et attention les gars, je tiens à préciser, il y a une différence entre le flex fuel et le full éthanol. Ça, on n'a pas parlé. Ouais. Ça, c'est intéressant. Ouais. Il faut savoir que si vous faites un full éthanol, vous pouvez sortir plus de chevaux, mais par contre, vous ne pouvez pas mettre de samplon. Alors pourquoi ? Parce que l'éthanol, il a quand même des bienfaits. Il n'y a pas que des aspects négatifs. C'est-à-dire que ça t'entraîne une surconsommation, certes, mais d'un autre côté, c'est un carburant qui a des super propriétés. Parce que c'est un carburant qui équivaut, si tu devais le convertir sur un indice d'octane, tu serais à peu près entre de l'octane 105 et 110. Tu vois. Donc si tu veux, tu vas pouvoir vraiment travailler sur de l'avance à l'allumage. C'est-à-dire que tu vas vraiment pouvoir gagner sur de la préparation à ce niveau-là. Et du coup, tu peux, dans le cadre d'une prépa, tu peux vraiment tirer parti de ce carburant-là. Mais par contre, il y a effectivement la différence entre le flex et le full, puisque le flex, on ne pourra pas vraiment travailler là-dessus puisqu'il faut considérer que la voiture peut rouler à l'essence ou à l'éthanol. Donc la marge. Voilà, donc si tu veux, on va rester quelque part un petit peu sur une calibration type sans-plomb puisque il faut considérer que la voiture va rouler avec du sans-plomb. Alors que dans le full éthanol, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer que la voiture ne remettra plus jamais de sans-plomb. Donc on va vraiment la régler pour l'éthanol. Pour l'éthanol. Par contre, gros inconvénient, tu ne pourras plus jamais remettre d'essence. Sinon, la voiture ne fonctionnera donc pas bien et tu risques vraiment d'avoir, par contre, de gros problèmes mécaniques. Si tu roules à l'éthanol. Si tu roules à l'essence, parce que là, tu vas avoir un phénomène qu'on appelle le cliquetis et donc tu risques vraiment d'avoir des dommages mécaniques importants. Donc globalement, le plus intéressant reste pour vous tous les jours un flex. Par contre, si vous faites un full, toi tu le fais le full? Bien sûr, bien sûr. Si vous voulez un full, par exemple, c'est souvent fait sur une voiture qui roule vraiment que en prépa, que des runs, des trucs du genre. Ouais, c'est rarement fait du coup, si tu veux un full éthanol, je rajoute un truc, quand je te parlais tout à l'heure de l'adaptation plus 15.15, du coup, full éthanol, on calibre vraiment, si tu veux, l'adaptation pour qu'elle soit parfaite, c'est-à-dire à 0 à l'éthanol. Voilà. D'accord. Et avec derrière les optimisations d'avance, etc. Moi, je vais te poser une question qui est personnelle et qui va être intéressante sûrement. Vous le savez pas, les gars, mais en gros, chaque fois que vous mettez un plein d'éthanol à la pompe, c'est un éthanol différent. Et donc, moi, par exemple, sur ma GTR, j'ai un capteur d'éthanol qui m'indique le pourcentage d'éthanol dans le carburant. Donc, souvent, quand c'est de la bonne qualité, je suis à 70-75%. Mais là, par exemple, je tourne à 60% en ce moment. La voiture marche moins bien et je sors moins de chevaux aussi. Pourquoi ? Alors, il faut savoir une chose, c'est que techniquement, l'hiver et l'été, le taux d'éthanol n'est pas le même. C'est-à-dire que l'été, c'est de l'E85, l'hiver, c'est de l'E65. Pourquoi ? Parce que l'éthanol, il a un gros défaut, c'est qu'il s'enflamme, il est beaucoup moins volatile que l'essence. Donc il s'enflamme très mal à froid. D'accord. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais quand je suis à l'éthanol, je démarre mal. Donc si tu veux, pour pallier un petit peu à ce problème-là, l'hiver en tout cas, le taux d'essence est plus important dans l'éthanol. Enfin, dans l'E85, du coup, on devrait presque l'appeler l'E65, mais tu te doutes bien que les pompistes ne vont pas changer l'étiquette sur la pompe tous les 6 mois. Donc, il est effectivement plus chargé en samplon. Et du coup, pour en venir là, vu que du coup, tu me dis qu'il y a des problèmes de démarrage à froid quand c'est en hiver, et également, j'en ai déjà eu avec ma GTR, est-ce qu'il y a des solutions pour pallier à ça ? Alors, si tu veux, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de miracle, parce que tu as un problème qui est physique. C'est-à-dire que l'éthanol, moi j'ai une cheminée à éthanol chez moi par exemple, bon même si c'est l'éthanol ménager, c'est pas pareil, oui, mais si tu veux, quand il fait froid que tu l'allumes, tu vois qu'elle s'enflamme tout doucement et au bout de quelques minutes tu commences à avoir des belles flammes. Dans un moteur c'est pareil.
Donc si tu veux, tu peux travailler sur des gestions modernes qui sont récentes. Tu as beaucoup de stratégies liées à ça. Donc tu as ce qu'on appelle le cold start. Donc tu vas pouvoir travailler sur la température en fonction de la température extérieure. Tu vas pouvoir travailler sur l'avance, ça s'appelle initial during cranking, c'est l'avance au démarrage, etc. Donc tu vas pouvoir faire beaucoup de choses. C'est une carte différente. Voilà, tu vas pouvoir vraiment essayer de travailler là-dessus pour pallier à ce problème-là. Par contre, sur des vieilles voitures, tu vas prendre une 206, un Ligue 4 ou une Clio, etc. Qui est des voitures qui ont 10 ans, qui n'étaient absolument pas prévues pour l'éthanol. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que tu n'auras pas vraiment de stratégie de démarrage à froid différente que tu pourras exploiter. Du coup, tu vas te retrouver le matin à froid avec des difficultés de démarrage. Mais ça n'a aucune incidence technique, c'est juste un petit peu chiant. Voilà. C'est chiant. Donc en gros, ce que tu nous expliques, c'est qu'en fait tu peux faire ça sur les voitures qui de base ont déjà un cold start. Toi, tu peux pas le rajouter en carte. Alors toutes les voitures ont un cold start. Mais si tu veux, c'est un petit peu comme les ordinateurs. Il faut se dire qu'un calculateur moteur, ça évolue avec le temps. Oui. Donc imagine-toi que ta Clio 2 1,6 litre que tu veux mettre en éthanol, et ben dedans, tu as Windows 95 avec un Pentium 2. Voilà. Et donc aujourd'hui, là tu vas avoir un Core i7 avec des super maps et des trucs qui vont te permettre, si tu veux, de travailler différemment, quoi. Mais il y a une chose importante à savoir aujourd'hui, c'est que si tu veux, tu as beaucoup de constructeurs qui ont déjà prévu des gestions éthanol d'origine dans leur calculateur. Par exemple, une Golf, une Audi S3, etc. Tu as déjà dans le fichier moteur des maps éthanol existantes qui sont natives, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas activées, mais elles sont existantes et tu peux tout à fait activer une fonction d'origine. Auquel cas, là, tu as vraiment un fonctionnement qui est parfait. D'accord. Donc si moi je vais chez Audi, je leur demande d'activer, ils ne te le font pas tout simplement parce que ton véhicule n'est pas sur le marché concerné, okay. Parce que l'éthanol est beaucoup utilisé en Suède et au Brésil. Donc par exemple sur le marché brésilien, tu as des soft moteurs qui sont différents, des fois même tu as des pompes et quelques éléments moteurs qui sont un petit peu différents sur les catalogues. Par contre, tu as une fonction qui existe. Donc en bricolant un petit peu, tu peux réussir à faire quelque chose de bien avec un résultat vraiment parfait. Parce que du coup, tu prends une base, tu as déjà la base en fait. Tu as tout qui existe, quoi. Genre, tu as tes maps pour l'éthanol, etc. Il suffit simplement d'activer la fonction. Après, comment ça marche? Soit tu as un capteur éthanol sur tes durées d'essence qui donne l'info calculateur exactement du taux d'éthanol et qui va donc adapter la gestion en fonction. Soit c'est un calcul qui se fait via les sondes lambda qui en plus sur les véhicules modernes sont des sondes qu'on appelle large band. Donc si tu veux qui te mesure parfaitement bien l'affaire. Et à chaque fois que tu vas remettre de l'essence dans la voiture, ta voiture le détecte, ça s'appelle le refuel. Et donc à ce moment-là, tu vas relancer une phase d'apprentissage et ton calculateur en fonction de l'info de lambda va savoir exactement, selon un calcul, le pourcentage d'éthanol que tu as actuellement dans ton réservoir. Et donc va adapter automatiquement ta richesse, etc. Donc là c'est vraiment parfait, quoi. Et sur une voiture comme on va voir ici avec l'Audi RS3, exactement. Ce qui est génial, c'est que l'Audi RS3 c'est un super exemple de potentiel sur le 85 puisque tu as une voiture ici par exemple qui a 10 injecteurs. Parce que tu as un système de bi-injection. D'accord. C'est quoi? C'est que tu as une injection directe et indirecte, qu'on appelle MPI. Donc tu as 5 injecteurs sur cette voiture qui, d'origine, ne fonctionnent pas. D'accord. Ils sont là, enfin ils fonctionnent. Ils peuvent fonctionner dans certains cas, mais vraiment à un taux très faible. Donc tu as 5 injecteurs supplémentaires qui sont là. Et qui ne demandent qu'à fonctionner, et qui ne demandent qu'à tourner pour justement. Et donc, on parlait tout à l'heure des limites du système d'injection sur l'éthanol, mais là, imagine-toi que tu as un potentiel quasiment énorme, quoi. Non, bien sûr. Ok. Par exemple, je vais prendre une base d'une voiture, on va prendre deux mêmes voitures. Les mêmes voitures, une à l'éthanol, sans préparation moteur de stage 1 ou stage 2, et la même au sans-plomb. Est-ce que sur 500 000 bornes, il va avoir une incidence, par exemple? Alors, tu parles bien de la voiture à l'éthanol qui a été transformée. Voilà, exactement. On va dire on a les mêmes, juste tu me fais une carte au éthanol sans gain de puissance, donc les deux RS3 sortent 400 chevaux, mais il y en a une à l'éthanol, une au sans-plomb. Nécessairement, là où tu risques d'avoir des problèmes, c'est sur ton système de carburant. Parce que comme je te disais, à partir du moment où tu convertis une voiture à éthanol, tu vas solliciter davantage les organes liés à l'essence, notamment tes pompes à essence, ta pompe basse pression et haute pression, qui vont tourner plus qu'une motorisation de base. Okay, voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer? Potentiellement, si on va dire on estime qu'une pompe HP a une durée de vie de 200 000 km, parce que c'est ce qui est à peu près le cas, forcément l'éthanol, vu qu'elle est un petit peu plus utilisée, elle fera peut-être 150 000 km au lieu de faire 200 000. D'accord. Et d'ailleurs, ce que je veux dire, c'est que ça ne rencontre pas de gros soucis moteurs. C'est vraiment des pièces qui s'usent plus vite suite à la demande de plus d'injection et justement. Non, voilà, il y a aucun. Techniquement, si la voiture est bien réglée à l'éthanol, il n'y a absolument aucun problème. Okay. La seule chose qu'il faut faire, éventuellement, c'est peut-être remplacer les bougies un petit peu plus souvent.
parce qu'elles sont généralement un petit peu plus sollicitées à l'éthanol, qui est un petit peu plus sec, le carburant est un petit peu plus sec, un petit peu plus abrasif. Donc il est recommandé de faire les bougies, aller peut-être tous les 30 000 km au lieu de 40 ou 60 000 selon les véhicules. Après, le gain reste tout à fait présent vu que tu payes quand même moins de 2 fois moins cher ton plein. Voilà, faut savoir qu'aujourd'hui le samplon, on est quand même proche des 2 litres. Des 2 euros le litre. L'éthanol, malgré tout, même s'il a un peu augmenté, bah, tu es toujours à moins d'1 euro. Donc tu es quand même 2 fois et demi moins cher. Quoi. Donc même à supposer qu'une voiture qui consomme 10 litres au 100 bah, se mettait à consommer 20 litres au 100 à l'éthanol, bah, tu serais quand même toujours gagnant à rouler à l'éthanol. Du coup les gars, on est avec la RS3, ça y est, on est à bord, la RS3 400. On va la passer au banc, on va la loguer également. Là tu vas regarder un petit peu si les bobbies et les bougies sont en bon état quoi. C'est à peu près ça, ouais. Alors tu vois là, tu as ton temps d'injection. T'as vraiment pas beaucoup de temps d'injection d'origine, donc tu as vachement de marge si tu veux pour mettre de l'éthanol quoi. Voilà, on est en train de flasher la voiture, c'est-à-dire qu'on est en train de mettre la nouvelle programmation dedans. On va faire une préparation donc stage 1 éthanol, flex. On a fait un log d'origine, on a fait un passage au banc. Donc il faut savoir que ça c'est une version qui n'est pas fapée. Et souvent les versions pas fapées sortent quand même mieux que les versions fapées. Donc là on l'a mesuré d'origine à la fraîche parce qu'on a de la chance d'être dans des températures basses. On a fait au maximum 50 degrés en température d'admis, donc ce qui est très bien. On la mesure à 430 chevaux et 540 newtons, ce qui est très bien. Ce qui est très bien, ça veut dire qu'elle est en super bonne santé. On voit qu'elle prend pas beaucoup de température d'échappement, on voit que l'avance est parfaite, la richesse aussi, la pression d'essence est très bonne, voilà. Et tu vois, le duty cycle de la Westgate, en fait, ça te permet de voir à combien à peu près tourne ton turbo, quoi. Donc tu vois que ton turbo, tu as 40-45% d'utilité, ça veut dire que tu as encore vachement de marge. Ça c'est le pourcentage d'utilisation du turbo, il tourne à 40%. C'est ça, ouais. C'est énorme. C'est ça, ouais. Enfin, tu peux pas te dire tout à fait que ton turbo tourne à 40%, mais ça veut dire que tu as encore 60% de marge sur ta tige de Westgate, donc c'est que tu peux encore mettre vachement plus de pression quoi. Voilà, il est vraiment tranquille quoi. Et donc là quand tu vas faire la prépa par exemple, tu seras à combien à peu près? Alors, je pense qu'on devrait être à 70% du Donc ça veut dire que tu serais même pas au max. Là on devrait être, je pense, autour d'un bar 6 à peu près. Hein, ça tourne à un bar 1, un bar 2 d'origine, ça finit un bar, on devrait être à peu près un bar 6 préparé. Donc on va venir brancher un petit T ici, on va vider l'essence. Tu vois, c'est le tuyau qui va à la pompe HP. Donc on vide l'essence. Et après, une fois que c'est vidé, alors pas se foutre de notre gueule, c'est artisanal, mais parce que c'est pas un truc que les clients pensent à faire. Joli, mais nous on a fait un système comme ça avec un caddie, si tu veux, avec une batterie, une pompe, un bidon d'éthanol, et donc ça nous permet de remplir directement la voiture sur le banc à l'éthanol, sans devoir aller à la pompe à essence, etc. Machin. Okay. Voilà. Donc là tu vois, tu as un petit interrupteur pour allumer ou éteindre la pompe. Voilà. C'est une pompe à essence de voiture de base? Exact, ouais, une pompe de bateau ou de jet ski je crois. Ouais. Énorme. On a les deux coupes, on a la coupe d'origine, on a la coupe préparée parce que ça y est on vient de la préparer. Alors tu vois d'origine, bon là on n'a pas la valeur affichée mais d'origine, donc tout à l'heure comme expliqué on avait mesuré à 430 chevaux avec des bonnes conditions de passage à la fraîche et 540 newtons. Et ici on a donc 505 chevaux et 650 newtons en stage 1 éthanol. Voilà. C'est énorme. Donc avec, tu vois que la courbe est très belle, tu vois d'origine elle a tendance à se casser un petit peu la gueule ici, elle reprend, là tu as vraiment une courbe bien pleine partout, idem pour le couple. Donc voilà, je pense que la différence sur route sera vraiment flagrante. Bah 100 chevaux quoi. Et du coup, là, tu vois tout à l'heure au samplon on avait un retrait d'allumage. Ok. Et là on en a plus du tout. Pourquoi? Parce que du coup, bah, avec l'éthanol, t'as une avance qui est vraiment meilleure. Donc c'est pour moi c'est nickel, tu vois, elle prend un bar 6 sur le log, donc exactement ce que je te disais. Et c'est hyper clean quoi, il n'y a aucun problème. La lambda est bonne, température d'admis aussi. Voilà. Ça c'est des scores qu'on pourrait absolument pas atteindre au samplon 98. Bah, sur cette première génération là, sans l'OPF, oui, parce que le moteur est un petit peu différent. Tu peux l'atteindre, tu peux quasiment l'atteindre, mais vraiment si tu es comme un bourrin. Ok. Si tu mets une grosse carte si tu mets un truc qui est chargé, alors que là finalement tu peux avoir un truc qui est plutôt clean, sans trop forcer, tu atteins facilement ce résultat. Donc, et d'ailleurs si tu étais en full éthanol, donc c'est à dire que si on considère que la voiture ne roule qu'à éthanol et donc on optimise encore à fond les avances, pour te donner un ordre d'idée, là on est à peu près à entre 13 et 15 degrés d'avance. Okay. Donc ce qui correspond à peu près à un stage 1 98 un petit peu optimisé. On pourrait facilement rajouter quasiment 10 degrés de plus à l'éthanol. Ce qui ferait qu'on serait là, sur cette version là, on serait allez, il y a 550 chevaux. En stage 1 éthanol. Full éthanol. Ouais. C'est énorme, c'est n'importe quoi. Mais là par contre le propriétaire peut rouler au 98. Sans problème. Faites des reproques chez MotorTech. En conclusion en vrai c'est je vous conseille de le faire. Hein, c'est pas vis-à-vis de. C'est même pas pour faire de la pub, tu vois, c'est vraiment. Je pense que niveau investissement c'est rentable. Simplement une carto, ça coûte combien une carto éthanol? Alors une conversion éthanol en général ça vaut entre 5 et 700 € à peu près. Tout dépend d'où tu le fais. Tout dépend de la structure. Du centre, de la structure, mais
les prix moyens pratiqués, c'est à peu près ça. Si tu veux faire un calcul rapide, tu gagnes à peu près 10 € tous les 100 km à l'éthanol. Voilà, donc au bout de 7000 km, c'est rentabilisé. Le seul défaut, c'est voilà, si vous avez Z garantie, c'est pas conseillé. Alors, comme n'importe quelle intervention sur votre calculateur moteur, que ce soit une reprogrammation, une conversion éthanol ou même juste désactiver un certain stop, à partir du moment où tu touches la voiture, tu t'exposes au risque de perte de garantie. Voilà. Et attention, avec un boîtier éthanol même homologué, il faut quand même toujours se méfier parce que on te dit que la garantie constructeur est conservée, mais en réalité c'est la garantie du boîtier qui prend le pas sur la garantie moteur. C'est-à-dire que s'il y a un problème, et j'ai déjà vécu la situation, s'il y a un problème qui se passe, il faut faire très attention parce que généralement entre le concessionnaire, le fabricant du boîtier, l'installateur, etc., tout le monde se renvoie un petit peu la balle. C'est pas toujours hyper évident, quoi. Les amis, ce que je vous invite à faire, c'est à nous suivre sur Instagram. Les deux vont s'afficher là. Donc G3 Adrien avec 2i, Yann Motortech. Si vous avez des questions, il va s'afficher là, voilà, et après il monte là. Yann il monte jusqu'ici, voilà, il tombe là. Voilà, parfait. Si jamais vous avez des questions, Yann, de toute façon, j'ai vu que tu répondais aux commentaires sur ma vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Yann, il prendra le temps d'y répondre si elles sont intéressantes, évidemment. Si vous voulez aussi qu'on fasse d'autres sujets, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire, le pop and bang ou quelque chose dans le genre. N'hésitez vraiment pas à nous le mettre dans les commentaires, qu'est-ce qui vous intéresserait ensuite. Et puis voilà, petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne, activer la cloche. Et puis sur ce les amis, ciao tout le monde. Yann, bye bye.